Donc ravi d'animer cet après-midi. Et donc la session, comme vous le savez, s'appelle Culture sur sol contaminé. On va avoir 4 temps, enfin plutôt 3 modèles d'échange et de présentation. D'abord, on va avoir une table ronde qui va être animée par Yann Chapin du Lab 3S, où Pascal Taillat de Montreuil, Vincent Hubert qui se présentera, qui a plusieurs casquettes, et moi-même travaillerons avec vous, vous présenterons nos échanges sur comment établir le diagnostic d'un sol contaminé. Ensuite, après une courte pause, on aura deux conférences. D'abord, la première de Nicolas Breton de l'ARS, qui vous présentera sa présentation avec un titre de prévention des risques sanitaires liés aux pollutions des sols. Et ensuite, on aura Antoine de Montbardon, toujours sur un format conférence courte, qui est donc avocat à la Cour et qui vous présentera des notions de responsabilité juridique en lien avec la pollution des sols en agriculture urbaine. Et enfin, on aura une session de série de témoignages de 4 intervenants. On les présentera à ce moment-là, je vous les cite quand même: Sébastien Méline de Ville Fertile, Anna Rouen de l'École Vert, Sébastien Moira de Nugo Paysage et Saoussen Nassiri de On s'aime tous, accompagné peut-être de Jean-Roch Bonin. Donc, qui reviendront des acteurs, actrices de l'agriculture urbaine sur le terrain, qui reviendront un peu sur des cas d'études qui vous présenteront par eux-mêmes. Donc, si ça vous convient, on va démarrer dès maintenant. Je laisse la main à Yann et j'invite Pascal et Vincent à me rejoindre sur la scène. Donc moi je suis Yann Chapin, je suis directeur de la 3S et on m'a demandé d'animer cette table ronde parce que l'association que je dirige avait fait coordonner un programme de recherche-action sur cette question de pollution des sols en Seine-Saint-Denis avec plusieurs scientifiques et acteurs aussi de l'agriculture urbaine. Donc je vais représenter les intervenants, puis ensuite leur passer la parole. On aura un temps aussi évidemment qu'on essaye de garder conséquent de questions-réponses. Donc, autour de la table, on a Anne qui s'est présentée, je la représente, donc elle est coordinatrice à Barbillon de la plateforme Secure Agri, qui est un service agro-paritech innovation, qui accompagne l'évaluation et la gestion des risques sanitaires liés à la présence de contamination en agriculture urbaine. On a également Pascal Taillat à sa droite, qui est chef de projet prévention des pollutions pour la ville de Montreuil. Et on a enfin Vincent Hubert, qui est aujourd'hui maraîcher et consultant en agriculture urbaine et anciennement travaillé au bureau d'études en environnement et sites et sols pollués, le BURJAP. C'est bien ça. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet en regardant donc la thématique, c'est établir le diagnostic d'un sol contaminé. Et donc, Pascal, d'où vient, pour une collectivité souvent, la décision de demander des diagnostics du sol et quelle est la procédure à suivre? Bonjour à tous. Alors, je ne voudrais pas en faire une généralité, mais pour la ville de Montreuil, ça s'est passé de la manière suivante. La décision politique, parce que c'est une vraie décision politique, de lancer une démarche de connaissance du diagnostic de sol et d'évaluation des risques sanitaires émane des associations qui exercent leur... elle a émané dans un premier temps des associations qui exercent leur activité dans le secteur des murs à pêche. Donc, je vous ai proposé une carte du secteur des murs à pêche là, juste derrière moi. Je vous en dirai 2 mots rapidement. Qui souhaitait connaître le niveau de contamination des sols sur lesquels il travaillait. Et deuxièmement, aussi de la ville, à l'époque, qui avait un projet, en 2008, qui avait un projet pour les murs à pêche, un projet de développement de l'agriculture urbaine et de maintien d'autres types d'activités plutôt culturelles sur le secteur. Donc en 2008, la ville a fait appel au service de l'État qui ont missionné la DRIAF, la Direction régionale interdépartementale de l'agriculture, de l'alimentation et des forêts, pour mener des diagnostics du sol et un suivi des transferts de polluants sol-plantes sur l'ensemble du secteur des murs à pêche.
3 années de campagne, 2008, 2009, 2010. Qui a été menée, ces 3 campagnes ont été menées sur les murs à pêche que l'on a derrière nous. Les murs à pêche, c'est 34 hectares, dont 30 en zone agricole et naturelle, dont 8,5 qui sont classés au titre de nature et paysage. Et à l'issue de ces 3 années de suivi, le résultat a été la confirmation d'une pollution généralisée dans l'ensemble du site, aux pollutions aux éléments traces métalliques, et une contamination de certains végétaux, notamment les aromates, les légumes-feuilles, les légumes-racines et les tubercules. À l'issue de ces premiers diagnostics, la ville a décidé de se doter de monter une stratégie de connaissance de la contamination des sols, de manière à pouvoir, quand c'était possible, maintenir les activités en place, voire en développer de nouvelles, qui soient compatibles avec le niveau de contamination des sols, de manière à garantir un risque sanitaire acceptable. C'est un peu du jargon, mais vous pourrez me poser des questions après, surtout à Anne. Voilà. Donc ça, c'est les prémices, c'est le démarrage de la démarche. Donc en 2019, la ville recherche un partenariat pour être accompagnée dans sa stratégie de maintien de l'activité et du développement de l'agriculture urbaine dans le secteur. Donc, ce que je voulais rappeler à ce stade-là, avant de vous parler rapidement de la démarche et comment elle a été construite, c'est qu'il y a 3 points importants à mon sens. C'est la ville, dans cette configuration-là, est en première ligne face aux demandes des habitants, des citoyens et des associations. Que souvent les collectivités territoriales sont plutôt démunies parce qu'elles n'ont pas les compétences en interne pour pouvoir mener elles-mêmes, alors pas elles-mêmes les diagnostics, mais en tout cas monter elles-mêmes les stratégies pour pouvoir maintenir, développer ces projets d'agriculture urbaine dans un contexte de sol pollué. Et 3e chose, il faut un volontarisme politique fort, qui s'est à Montreuil traduit par la création de mon poste et une délégation spécifique d'un élu en charge de la lutte contre les pollutions. Je pense que sans ces 3 éléments-là, c'est compliqué à mettre en œuvre. Alors, comment on a fait à Montreuil? Donc, je vous disais, en 2019, la ville décide de se lancer. On a fait appel, alors là c'était sous la responsabilité d'un ancien collègue à moi, c'est pas moi qui ai monté la stratégie avec Sécuragri, mais en tout cas, la réflexion a été menée avec Sécuragri pour mettre en place une méthodologie éprouvée et réplicable sur d'autres parcelles, pour maintenir les activités, comme je l'ai dit, maintenir les activités existantes quand c'est possible et quand le risque sanitaire est acceptable, les jardiniers, développer de nouveaux projets. Voilà, ça s'est fait comment? C'est un partenariat à 3 voies. Donc c'est Sécuragri qui est notre AMO, qui nous appuie, nous conseille sur la stratégie, sur, après Anne rentrera dans les détails, sur les modèles d'évaluation quantitative des risques sanitaires, comment les construire, sur tout le travail, mais Anne vous en parlera, minutieux qu'il faut accomplir sur la fréquentation des parcelles, comment elles sont fréquentées, à quelle intensité elles sont fréquentées, comment on travaille dessus. Et notre bureau d'études, Tesora, avec lequel on a un marché, un accord cadre, un bon de commande pour 3 ans. Voilà. Je vais vous parler juste
après du cahier des charges, comment on monte le cahier des charges, enfin, pas dans le détail, hein, mais quel est l'esprit qu'il y a derrière le cahier des charges qu'on a mené. Alors, cahier des charges avec Securagri, c'est donc une AMO, donc on travaille ensemble, on recherche ensemble les enjeux et les objectifs de l'accompagnement. Qu'est-ce qu'on veut faire? Nous, à Montreuil, ce qu'on voulait faire, c'est, comme je vous l'ai dit, préserver les activités en place, parce qu'en fait, ce sont des activités qui ont pour objectif de valoriser le passé horticole de la ville de Montreuil. Les murs à pêche, c'est emblématique. Donc ça, c'était très important. Et les quelques associations qui travaillent dans les murs à pêche, elles mettent en valeur ce passé horticole. Donc préserver l'objectif qui doit se retrouver dans le cahier des charges et dans le travail avec l'AMO, donc c'est préserver ces activités-là, pouvoir en implanter de nouvelles quand c'est possible, parce que les sols le permettent. Voilà. Donc le premier, si je vais, il faut que j'arrête. Ok. Bon. Donc dans ce cahier des charges, on a cet objectif-là et Anne vous parlera des contraintes. Il est nécessaire de mettre en place pour pouvoir atteindre ces objectifs stratégiques-là, contraintes sur les contraintes sur la fréquentation, les fréquences de fréquentation, le type de culture possible, envisageable, le type d'activité qu'on peut continuer à faire, et aussi un autre objectif que on avait, c'est des méthodes de remédiation respectueuses de l'environnement. Voilà, on parlera des coûts après. Merci Pascal pour ce premier point de vue du niveau collectivité. Donc pour Anne Lavrion, c'est quoi toutes ces méthodes scientifiques qui sont utilisées pour réaliser les diagnostics? Je vais centrer évidemment sur le sujet de l'agriculture urbaine, enfin de la prise en compte de la pollution des sols en agriculture urbaine. Et si on se centre sur cette thématique-là, on n'avait pas beaucoup d'outils accessibles pour justement proposer une démarche qui serait applicable au développement des projets, principalement en pleine terre. Là, évidemment, on se pose la question avant tout de quand on a un sol urbain qui est quand même potentiellement dégradé, forcément en partie impacté par l'activité urbaine, urbaine au sens large, on inclut aussi le périurbain. En fait, nous, il y a 10 ans, il y a 10-12 ans, quand on a commencé à travailler sur ces sujets-là, scientifiquement, on n'était pas les premiers, évidemment. Il y a des travaux, notamment si on reste encore une fois dans la culture potagère, maraîchère, dans les contextes urbains, sur les jardins familiaux, notamment, il y avait des travaux depuis un certain nombre d'années. Mais donc, nous, on s'est positionné sur le sujet quand on a vu le développement des micro-fermes urbaines. Là, on a senti qu'il y avait un vrai besoin justement de définir ces méthodes qui manquaient. Notre premier constat, c'était qu'il n'y avait pas de valeur réglementaire qui permettait d'imposer au-dessus d'une certaine concentration de polluants dans les sols l'autorisation ou l'interdiction de cultiver des sols. Ça n'existe pas en France, sauf dans un cas bien spécifique de l'agriculture qui reçoit des boues de stations d'épuration. Mais au-delà de ce cadre spécifique, pour la production alimentaire, on n'a pas de valeur seuil qui nous permettrait assez simplement, si je caricature, de valider ou non l'usage de l'agriculture urbaine. Mais par contre, on a au niveau français une méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués qui est plutôt adaptée quand même à un contexte au départ industriel, mais qui s'étend à la problématique de la pollution des sols en général. Et donc en fait, nous, au sein d'AgroParisTech INRAE, on s'est inspiré de cette méthodologie-là pour construire la méthode refuge pour risque en ferme urbaine, gestion et évaluation, qui est donc issue d'un programme de recherche du même nom qui s'est déroulé entre 2016 et 2020 et donc qui a proposé une méthode, mais qui n'a rien réinventé non plus. On s'est inspiré de ce qui existait déjà pour proposer quelque chose qui est aujourd'hui accessible en ligne et appliqué par un certain nombre d'acteurs, collectivités, bureaux d'études.
Et on peut quand même citer en Ile-de-France aussi une autre méthodologie qui a été développée par l'ARS, le guide ARS, mais je ne développe pas car Nicolas en parlera tout à l'heure, qui pour le coup est spécifique au jardin collectif, là où nous on est plutôt orienté vers les micro-fermes urbaines professionnelles. Donc qui dit professionnel dit potentiellement mise sur le marché de production alimentaire. Là pour le coup il y a une réglementation qui s'applique sur les produits alimentaires. On a des valeurs réglementaires à respecter dans les légumes, notamment, pour certains polluants, pour autoriser la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux. D'ailleurs, on pourra en parler. Voilà, donc là, je vous ai cité deux méthodes qui existent, qui sont quand même plutôt adaptées à l'Île-de-France, notamment parce qu'elles donnent des valeurs de repère, de comparaison, qui sont spécifiques au contexte francilien. Après, la démarche plus globale peut être répliquée ailleurs, mais il faut quand même l'adapter au contexte régional spécifique. Ça, on y réfléchit en ce moment, à voir comment l'adapter au mieux sur d'autres contextes. Et très rapidement, peut-être juste vous citer les différentes étapes de ces démarches qui sont quand même assez maintenant globalement similaires et actées dans le milieu. Quand on s'intéresse à la qualité des sols en vue d'installer un projet d'agriculture urbaine, et d'ailleurs, il y a d'autres contextes où on applique ce même type de démarche, mais en gros, on propose d'abord de se questionner avant instinctivement, on a envie d'aller faire des trous dans la terre et d'analyser évidemment les sols en labo, mais avant ça, on doit s'intéresser à l'historique de la parcelle qui nous intéresse pour se poser les bonnes questions de qu'est-ce qui a pu impacter la qualité des sols et de fait, du coup, quels polluants on va aller analyser dans les sols. Parce que si on n'a aucune hypothèse, il faudrait faire une panoplie où vous êtes, je pense, tous et toutes assez sensibilisés au nombre de polluants auxquels on peut être exposé dans l'environnement. Il faut poser des hypothèses et définir les polluants analysés dans les sols. Donc cette étude historique, elle est indispensable avant de se lancer pour pouvoir faire, et d'ailleurs aussi ne pas rater une pollution spécifique qu'il faudrait analyser et qu'on pourrait rater si on n'avait pas les bonnes connaissances de l'usage. Étude historique, première étape. Deuxième étape, on prélève les sols. On se pose tout un tas de questions. Quelle profondeur de sol on va aller prélever? Est-ce que je vais faire des prélèvements unitaires? Est-ce que je prélève à un point précis ou est-ce que je fais un mélange de différents points pour avoir une vision un peu d'une maille particulière? Quels polluants, ça on en a parlé. Quelle surface de sol je prélève? Combien je fais prélèvement? Bref. Pas mal de questions à se poser pour faire notre bonne stratégie d'échantillonnage et ensuite envoyer les prélèvements au laboratoire pour passer à la troisième étape d'interprétation des résultats d'analyse. Quand les échantillons de sol nous reviennent, les résultats nous reviennent du laboratoire, là il y a une étape un peu crique, on se retrouve avec plein de chiffres, plein de noms de molécules, parfois un peu barbares quand on ne les connaît pas. Et donc, dans les deux guides que je vous ai cités notamment, on a défini des valeurs repères qui permettent d'avoir une première vision de est-ce que je suis dans des teneurs classiquement rencontrées dans des sols naturels ou agricoles. Attention, parce qu'en ville, on est toujours... on compare d'abord à des références où on estime que les sols naturels ou agricoles sont peu impactés, aux polluants urbains notamment. Et donc c'est ça notre premier niveau de comparaison qui nous permet de savoir si notre sol, on va considérer, si c'est au-dessus, qu'il est contaminé, si c'est en dessous, qu'il est sain, sain ça veut tout et rien dire, mais qu'il n'y a pas de problématique de polluants. Et donc on a défini un deuxième niveau pour certains polluants d'alerte, c'est-à-dire dès lors qu'on est au-dessus du deuxième niveau, là il faut systématiquement déclencher des évaluations de risque. Et ça dépend des polluants. Pour certains polluants qu'on connaît peu, on n'a qu'un seul niveau de lecture et on est obligé de basculer vers l'évaluation des risques dès lors qu'on dépasse le premier niveau de lecture. Ça diffère là, je vous parle plutôt de la démarche refuge, c'est un peu différent dans le guide jardin collectif. Mais bon, le principe en tout cas d'avoir des valeurs repères de comparaison est là dans les deux cas. Et en fait, ce qui est, je trouve, important à avoir en tête, c'est qu'on est dans une démarche où, comme vous le voyez, j'ai pas dit on arrête tout si on dépasse les valeurs de comparaison. Mais par contre, on commence à s'inquiéter, si je veux dire, quand même à se préoccuper dès lors qu'on est en sol contaminé. Évidemment, mais ça on ne peut pas le savoir quand on ne connaît pas, mais nous, avec un retour d'expérience, si on est très très au-dessus des valeurs de référence,
on sait que là, c'est pas possible d'emblée de faire de l'alimentaire. On peut même se poser la question, dans certains cas extrêmes, de est-ce qu'on peut se balader sur la parcelle sans risque. Mais par contre, quand on est dans une zone grise où on dépasse un peu ces teneurs-là, c'est là où la 4e étape de la démarche, l'évaluation des risques sanitaires, qui fait appel à ce que Pascal a présenté tout à l'heure, l'outil évaluation quantitative des risques sanitaires. En fait, grâce à cette dernière étape, on peut faire des calculs de risques. On va définir des usages projetés ou existants et on va estimer le risque pour la santé en fonction de nos scénarios. Je prends l'exemple... le risque va dépendre de l'usage. Justement, c'est tout le cœur de la démarche, c'est de se dire qu'avec une même concentration dans les sols, le risque ne va pas être le même en fonction des usages. Déjà, si on est adulte ou enfant, avec les mêmes teneurs en plomb dans les sols, le risque il va être plus élevé d'emblée pour ce qu'on appelle les populations sensibles, les enfants en bas âge, notamment les femmes enceintes. Et donc déjà, on a cette distinction-là. Ensuite, si je suis une bénévole qui vient une fois par mois dans une ferme et que je mets certes un peu les mains dans la terre, mais que je consomme une tomate par-ci par-là, le risque va être moins élevé que si je suis maraîchère et que je travaille 5 jours sur 7 sur ma parcelle et que je consomme que des légumes de ma parcelle. Donc vous voyez pourquoi en fait on ne s'arrête pas à la concentration et pourquoi l'évaluation des risques est vraiment l'étape clé, si je veux dire, qui va permettre d'évaluer. Pardon, j'étais peut-être un peu long, mais voilà pour le cas. Merci Anne, je crois que c'est très clair. Et justement, du coup, comment c'est reçu, Vincent, du côté avec votre ancienne casquette, du côté des bureaux d'études, comment ces demandes sont-elles reçues et est-ce qu'il y a une adaptation justement à ce contexte d'agriculture urbaine? Comment vous discutez avec En fait, les bureaux d'études en cité sol polluée travaillaient déjà sur ces risques sanitaires avant l'apparition du refuge. Et cette problématique de l'usage de contact direct, c'est-à-dire prendre du sol qui est en surface et potentiellement l'ingérer par envol de poussière ou l'ingérer parce qu'on va abîmer la terre, etc., c'est des choses qui étaient déjà connues. Mais avant, très rapidement, on allait sur le principe de précaution à dire voilà, il y a une pollution résiduelle. On ne pourra pas travailler les sols, donc on va devoir par exemple apporter du tersène, 30 cm de tersène d'apport pour éviter tout contact direct. Comme expliquait Anne, les bureaux d'études travaillent avec la méthodologie nationale des cités sols pollués, qui est en fait une continuité du livre 5 de la Convention des risques pour l'environnement par rapport aux installations classées. Donc en fait les bureaux d'études étaient habitués à travailler principalement pour le milieu industriel, des installations classées, avec en fonction des régimes appropriés, avec une importance plus ou moins à apporter sur l'analyse des sols et de tous les milieux qui pourraient être en interaction avec l'homme et les usagers. Et arrivé en fait dans les années à peu près, moi j'ai pris connaissance via Anne en échangeant sur des sujets, sur des projets qui étaient à Rungis et à Lens par exemple, avec la Déprina, où il y avait des prémices de projets qui intégraient une ambition à connaître la qualité des sols et savoir si cet usage-là, donc micro-ferme, jardinage, etc., était possible. Et clairement, en fait, les bureaux d'études intègrent maintenant le guide refuge, donc principalement sur l'Île-de-France, mais pas que en fait. Même au niveau national, je pense qu'il y a une transposition qui est faite. C'est comme ça que ça s'est fait, en fait. C'est vraiment l'intégration du guide refuge qui va compléter les approches des bureaux d'études qui utilisent par exemple les valeurs Aspitec, qui vont utiliser les valeurs de seuil de gestion, dépendant des polluants. Je rebondis sur ce que disait Anne aussi. Le guide refuge est très orienté sur la problématique des métaux lourds et puis aussi un peu les HAP. Il y a d'autres formes de polluants qui existent et ce qui est important, c'est ce que tu disais, c'est l'étude historique qui va permettre d'appréhender la présence de pollution potentielle et des méthodes. Méthodes, par exemple, on parlait d'échantillons composites ou prélèvements surfaciques avec des terrains manuels. Les bureaux d'études, ils sont habitués aussi à utiliser des méthodes de prélèvement qui vont être utilisés pour conserver au mieux par exemple des polluants qui seraient volatiles. Par exemple, il y a des machines de forage qui vont envoyer des gaines dans le sol, qui vont récupérer le sol avec les polluants volatiles qui sont à l'intérieur, mais le temps d'être un peu plus précis sur ces concentrations. Puisque l'objectif principal des bureaux d'études, c'est d'appréhender les sources concentrées, de gérer les sources concentrées, et les sources résiduelles, entre guillemets, c'est de savoir comment s'y accommoder, en confortant par les études de risque sanitaire le fait que ce soit possible ou pas de conscientiser les choses.
Donc c'est un peu comme ça en fait que les bureaux d'études en cité populaire en fait, appréhendent un peu aujourd'hui. Et juste pour profiter de la présence de Laure Leval qui est là, qui est aussi directrice de projet donc, de Bourgeat, qui travaille sur un projet de recherche qui s'appelle Physalis. On parlait tout à l'heure du transfert sol-plante. Il y a un test qui s'appelle le rhizotest qui permet justement de partir d'un sol et de mesurer véritablement la concentration d'un polluant, d'un métaux par exemple, principalement des métaux, qui vont se trouver dans le végétal. Ça permet de vraiment savoir si la plante elle va être en mesure ou pas de transférer et est-ce que ça va être problématique ce transfert, est-ce qu'il va être problématique ou pas. Le projet Physalis il va un petit peu plus loin parce que ce sera l'objectif de déterminer en fonction des caractères physico-chimiques du sol, de déterminer si ce sol, enfin si ce transfert de la pollution va se faire du sol vers la plante, est-ce que ça va s'accumuler. Et ça permettrait par exemple de demain avoir un site, faire un prélèvement de sol, et via cette approche-là, de déterminer si le polluant va se bioaccumuler, par exemple dans la tomate ou une autre plante cible. Donc ça permettra par exemple de faire des choix potentiels de type en fait, de plantes qui seraient intéressées à produire, parce qu'on a par cette approche-là, on va dire des indicateurs qui nous permettent de dire voilà, il y aura peu de problématiques de pollution. Un petit peu, il y a toujours cette forme d'incertitude très importante en bureau d'études si se polluer, c'est d'intégrer ces incertitudes-là, tant sur les prélèvements, parce que on peut tous et toutes faire des prélèvements de sol à la main, sans gants, et mettant dans un pot en verre de confiture, mais sauf que en fait, on va peut-être polluer l'échantillon, on va peut-être en manger derrière, etc. Donc il y a tous des protocoles qui sont normés et qui permettent justement de savoir comment on prélève des sols, avec le moins d'incertitude possible. Okay. Donc on le voit, il y a des compétences, des expertises très très pointues sur ce secteur-là, donc ça a forcément un coût. Pascal, est-ce que combien ça coûte pour une ville comme Montreuil? Je crois qu'il y avait un petit tableau que je peux montrer peut-être. Ouais. Alors donc on a vraiment démarré en 2020 et 2020-2025, vous pouvez voir qu'en coût total on est à 640 000 €. La part de la ville dans cette affaire, c'est 84% du coût des diagnostics. Quand je parle de diagnostic, c'est prélèvement, analyse de sol et évaluation quantitative des risques sanitaires. Ça, c'est la clé du tout. Voilà, on a réussi à avoir des cofinancements de la région et de la métropole. Vous voyez le rapport, les 25% qui restent. Et donc, vous avez une indication des coûts, c'est une indication, c'est très spécifique à notre accord cadre, donc il se peut très bien qu'un autre bureau d'études applique, ou même que le même bureau d'études hors accord cadre, vous ne tombiez pas tout à fait sur les mêmes montants, mais en gros, pour des analyses de sol, l'analyse d'une parcelle, du diag de sol à l'évaluation quantitative des risques sanitaires, on est entre 7 et 12 000 € et puis 4 500 € pour le QRS. Et sur les prélèvements, les analyses de végétaux, j'ai souhaité vous montrer, parce que pour vous montrer le gap qu'on franchit quand on passe d'une analyse de sol à une analyse de végétaux, c'est nettement plus cher. Les prélèvements, on est aux alentours de 500 €, les analyses pour les métaux lourds 200 et des analyses hydrocarbures totaux et HAP, on est à 450 € environ par prélèvement, par espèce végétale analysée, quoi. Ça revient un peu cher. Et donc, pour conclure sur cette question-là, on a un problème les subs, comme vous l'avez vu, sont difficiles à obtenir, et à la ville de Montreuil, on ne ménage pas nos efforts pour essayer d'en avoir, mais c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Une de mes analyses, c'est que les appels à projets, enfin les différents fonds, sont pas adaptés ils sont adaptés à des projets spécifiques de renaturation, de préservation de la biodiversité. Mais sur l'existant, comme nous, on l'a à Montreuil principalement dans les murs à pêche, c'est pas adapté du tout. Voilà. Okay. Merci. Et peut-être complément là-dessus, nous, la 3S,
On a monté une petite ferme humaine à Bondy. En effet, on a eu cette problématique de pollution. On a fait des analyses du sol et une QRS. Ça nous a coûté 10 000 €. Et ça a été le propriétaire du site, enfin le gestionnaire du site, l'Institut de recherche qui l'a. Donc ça rejoint un peu ce que vous dites. On était avec le bureau d'études Thésaura avec lequel aussi travaille Sécurel. Très bien, alors c'est très rapide. Je pense qu'il y a 10 000 questions. Peut-être une dernière avant de passer la parole dans le public. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'années d'expérience, donc pas mal de sites qui ont été confrontés à ces problématiques, qui ont été analysées. Est-ce qu'on connaît un petit peu, est-ce que les données elles sont partagées, quelle analyse on a un petit peu de l'existant, de ce qui se passe, et est-ce que ça fait évoluer un petit peu soit les méthodes, soit la façon de s'y adapter, ou la façon d'autres façons, justement, on pensait au choix des types de végétaux, etc. Donc c'est une question pour tous les trois. Je peux vous donner, on travaille pas mal dessus en ce moment. Forcément, nous on a un recul maintenant d'une petite dizaine d'années où on fait de l'accompagnement dans nos pratiques de tous les jours. On a une casquette de suivi, d'analyse. On a, disons, une quinzaine de sites suivis par an. Et donc il y a vraiment cette question, casquette recherche, de valoriser au maximum les données. Peut-être juste en prémisse, c'est pas si évident ça de partager la donnée, surtout quand elle vient d'études privées ou de données aussi sur des sujets un peu angoissants, la pollution des sols. Donc c'est pour deux raisons, de propriété des données et de sujets traités. Pas si évident que ça de capitaliser cette donnée-là. Il n'empêche que d'un point de vue scientifique et même national, c'est des vrais enjeux et qui sont pris en main. En France, on est assez bon sur la connaissance de la qualité des sols. Et on a des réseaux scientifiques de chercheurs qui développent des bases de données notamment. Et donc pour centrer sur nos sujets d'intérêt, moi je peux vous lister 3 bases de données. La BD-Solu, c'est une base de données gérée par le BRGM qui accumule de la donnée sur les sols urbains. Et donc nous on est en train de réfléchir à comment déverser nos données le plus systématiquement possible dans BD-Solu pour les sols. Et pour les couples sol-plantes, on a BAPET et BAPOP. Ce sont 2 bases de données. Pour la première, les polluants métalliques, la deuxième pour des polluants organiques. Base de données cette fois gérée plutôt par l'ADEME et qui permettent d'avoir accès à des données, donc comme je disais, couple sol-plante, avec, vraiment des retours d'expérience, donc sur des terrains, on a des données, j'ai tant de plomb dans les sols, j'ai eu tant de plomb dans ma carotte, et donc ça c'est des données qui peuvent être déversées dans ces bases. Ça aussi, on alimente ces données-là. Donc voilà, c'était pour vous parler, vous citer quelques données. C'est un vrai enjeu à mon avis pour mieux connaître aussi de façon plus générale la qualité des sols en France. Et vous pouvez consulter aussi le site GeoRisque qui permet d'obtenir des informations sur les sites, tant sur la géologie, l'hydrogéologie et sur la présence d'anciens sites Basias ou Basol qui sont en activité ou qui ne sont plus en activité, qui a intégré des activités industrielles. Par exemple, une station-service, elle va être Basias et elle va être identifiée sur ce site-là, GeoRisque. Tout ce qui est service d'utilité publique, les SUP aussi, ils sont, vous allez trouver aussi, toutes ces informations-là en fait sont gratuites et accessibles, et ça vous permet quand vous êtes sur un projet, peut-être de regarder ce site-là pour avoir une idée un petit peu de qu'est-ce qui a pu être déjà connu, qu'est-ce qu'il y a comme information, et puis vous pouvez utiliser aussi l'application Géoportail pour remonter dans le temps, pour avoir des informations sur les vues aériennes. Il y a les vues aériennes qui sont gratuites aussi. Consultez ce site-là pour savoir, tiens, il y a eu des citernes ou pas sur mon site. Parfois, ça permet de voir qu'il y a des tas de remblais qui ont été apportés dans les années 70, qui ont disparu après. Et ça permet de se dire, tiens, à ce niveau-là, il y avait un tas, j'ai peut-être aller faire un prélèvement de sol pour voir s'il n'y a pas potentielle pollution à cet endroit. Et justement, Vincent, maintenant que vous êtes maraîcher, ça vous donne une vision un peu différente de ces problématiques autour des sols pollués? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'en fait je suis maraîcher en zone rurale, je suis chez Exploitation sur 1 hectare de maraîchage pur, sur 3 hectares au total. On est 2, on a créé un GEC avec un associé qui était aux mêmes études que moi, sur Toulouse.
Ça permet, je vais tester, je voulais faire du maraîchage pour appréhender véritablement la technicité en fait, et les temps d'exposition, un peu mieux comprendre ces temps d'exposition que je pouvais imposer parfois en tant qu'ingénieur en bureau d'études pour dire voilà, attention au contact direct, attention au vol de poussière, les données, les temps d'exposition seront tels que ça posera problème. Et je suis en train de tester en fait cela pour véritablement voir si tous les jours on bine ou pas un sol. Il faut s'imaginer que dans les calculs de risque dont on parle tout à l'heure, dès qu'il y a un jardin avec sol de surface, on va considérer que le taux d'ingestion des sols par vol de poussière il est compris entre 90 et 120 mg de sol par jour quand on bine, tout simplement. Donc je me suis posé la question à ce moment-là, mais est-ce qu'on bine tous les jours quand on est maraîcher? Bon, la réponse, c'est clair, c'est non. Puisque en temps de livraison, au temps de récolte, vous n'êtes jamais soumis à une exposition constante toute l'année de l'ingestion des sols. Et voilà, c'est ce qui m'intéressait dans le genre de maraîchage. Et puis ça permet aussi de vivre la chose qu'on peut imposer en termes aussi social et économique. Parce qu'on parlait de modèles, on parlait de financement. C'est intéressant de se dire qu'est-ce que c'est le travail de maraîcher, comment on gagne et comment on peut être résilient par rapport à ce qui existe déjà aujourd'hui. Avant de vouloir créer potentiellement des nouvelles fermes, peut-être aussi c'est voir ce qui existe. Je me pris à l'idée d'imaginer un monde où demain on aurait une carte comme GeoRisque où on aurait l'intégralité des zones maraîchères existantes. Et quand on crée un projet, on se dit ok, il y a peut-être Jean-Paul qui a 6 km, peut-être ça pourrait être intéressant d'aller voir s'il est en galère ou pas pour vendre ses légumes, est-ce qu'il peut être intégré ou pas dans mon projet de ferme quartier. Voilà. Ok, merci. Anne, tu veux dire un projet? Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de questions dans la salle. C'était sur les bases de données, je tendais juste une petite perche pour les collectivités qui sont dans la salle. Et moi, je te laisserai. C'est que ça vaut vraiment le coup. Plus on aura de données sur la connaissance des sols généralisée, mieux on pourra appréhender la problématique de la qualité des sols en général et on pourra trouver des meilleures solutions pour gérer les freins au développement des projets. Et donc, pour des collectivités, mais ça peut être aussi des bureaux d'études, d'essayer dans les appels d'offres, par exemple, on peut demander au bureau d'études d'alimenter les bases de données. On peut, en tant que bureau d'études, proposer de le faire aussi, ou en tout cas favoriser le fait que les commanditaires le demandent. Et ça, c'est vraiment, certes, à court terme, ça ne donne pas un intérêt concret à la mission, mais à long terme, au long terme, ça peut vraiment changer les choses. C'était ça, super. Okay. Merci pour ces riches échanges croisés. Donc j'imagine qu'il y a quelques questions à la salle. Je peux passer le micro. Bonjour. Pardon, j'ai toujours des questions. Là, on va parler coûts, parce que quand on parle d'agriculture urbaine, c'est aussi énormément de micro-réalités. Et la récupération d'espaces qui est abandonné dans cette friche, on ne sait pas ce qu'il y a. C'est vrai qu'on peut avoir des données sur l'historique architectural, mais 10 000 € pour faire analyser un terrain, alors qu'on essaye de dégager le plus de micro-réalités, qu'est-ce qu'on peut faire pour analyser notre terrain concrètement sans avoir des grosses dépenses qu'on ne peut pas affronter? Est-ce qu'on peut vous demander de vous présenter, si ça vous dérange pas, avant, comme ça on vous situe aussi? Ah oui, c'est Révolution, c'est une association qui s'occupe notamment de jardins, pas que des co-constructions. Avant de répondre, on peut aussi dire qu'il y aura je crois la 3e intervention d'après-midi avec des sites d'agriculture urbaine qui expliquent comment ils s'adaptent au quotidien à cette problématique. Et donc, c'est une vraie question, évidemment, le coût de ces diagnostics qui sont... c'est aussi pour ça qu'on voulait vous présenter ça concrètement, c'est qu'on est bien conscient que ça coûte cher et que c'est des démarches lourdes aussi. Mais donc, je partirais d'abord là, la casquette un peu scientifique et méthodologique me fait dire que, en fait, quand on ne connaît pas bien le sujet, ça peut être vraiment compliqué. On ne recommande pas forcément de faire par soi-même, surtout quand on est une association qui a des responsabilités derrière, etc. Parce qu'on peut être vite démuni si on essaye de faire par soi-même et qu'on n'a pas les compétences pour
pour ne serait-ce qu'interpréter les résultats, et en plus sur la méthode à appliquer pour faire des diagnostics. Comme vous avez vu, je vous ai donné quelques idées, mais ça peut être un peu compliqué, Vincent l'a dit aussi, sur la rigueur des prélèvements, etc. Et donc du coup, d'où le fait qu'on ait des méthodes et qu'on incite aussi, on sensibilise au fait qu'il y ait des bureaux d'études qui existent pour accompagner à ces méthodes. Il n'empêche qu'on peut quand même dire que la réflexion avec le guide ARS, notamment, c'était de se dire, est-ce qu'on peut avoir une méthode un peu plus simplifiée pour ne serait-ce que donner des clés de lecture aux collectivités. Il est quand même plutôt orienté vers les collectivités, ce guide-là. Et est-ce qu'il y a un moyen d'avoir quand même des méthodes qui coûtent moins cher pour simplifier la démarche. Donc c'est une réflexion qu'on a de ce côté-là. Et peut-être vous dire qu'on réfléchit aussi aujourd'hui à développer des petits séminaires de montée en compétences pour les collectivités et les bureaux d'études potentiellement agriculture urbaine, pour les former aussi à savoir dans quel cas, à condition d'être formé, on peut peut-être faire par soi-même des diagnostics simplifiés, mais aussi alerter sur des cas sensibles où là, il vaut mieux vraiment se faire accompagner, parce qu'en fait, quand on ne sait pas, on peut se retrouver dans des situations complexes, quoi. Donc du coup, il y a des choses qui avancent là-dessus, mais j'entends bien que la frustration, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas une méthode à proposer pour que n'importe qui puisse faire... Et d'ailleurs, on alerterait même sur attention à ne pas forcément faire tout seul là-dessus. Mais je pense, Pascal, tu peux... Oui, en fait oui, complété par une expérience qu'on est en train d'essayer de monter à la ville de Montreuil. Alors, encore une fois, c'est la ville qui le fait, et donc j'ai les mêmes réserves qu'Anne sur le fait que les associations puissent mener ces diagnostics elles-mêmes, surtout sur l'interprétation des résultats qui peut devenir complexe dans certaines situations. Alors, pour revenir à ce que nous, on essaye de tenter à Montreuil, c'est que, en gros, on a une mosaïque de petits espaces de jardins collectifs qu'on a confiés à des collectifs d'habitants, qui parfois ne font pas plus de 150 mètres carrés. Et évidemment, faire venir le bureau d'études pour faire tout le déroulé de ce qu'on vient de vous expliquer avant, c'est cher pour un interstice urbain comme ça. Donc l'idée, c'est de faire nous-mêmes, c'est-à-dire, pour le moment c'est moi, à la ville, mais de faire les prélèvements et puis de les envoyer à un laboratoire qui se chargera de faire les analyses, nous renvoyant les résultats, et après, nous, ville, on commence à avoir 5 ans de recul sur ça. Donc il y a des situations dans lesquelles je serai en mesure de pouvoir dire on y va ou on n'y va pas, on arrête ou on continue. Et puis il y a la fameuse zone d'incertitude où on se dit bon, il va falloir faire une évaluation du risque sanitaire, et alors là on bascule sur de l'expertise. Mais en tout cas, si on a un sol dont les teneurs ne dépassent pas la première borne dont parlait Anne, je dis bon voilà, c'est bon, on peut valider le fait que le projet puisse se poursuivre. Voilà. Pour continuer sur l'histoire des coûts, les bureaux d'études, ils ont surtout une approche itérative, c'est-à-dire qu'au départ, on fait une étude historique documentaire. Ça permet de cibler, de localiser des zones avec des sources potentielles. Et après, ça va être en faire quelques prélèvements de sol et continuer après dans une deuxième, troisième phase, une quatrième phase. On peut continuer à faire des prélèvements de sol, voire des gaz et sols, voire de l'eau souterraine. Et c'est vraiment cette approche-là en fait, qui est intégrée. Il n'y a pas de forfait, si ce n'est peut-être le forfait du diagnostic d'études historiques et puis des forfaits sur des analyses, par exemple, de métaux lourds dans les sols. C'est vraiment plus une question d'approche, de méthodologie. Donc c'est vraiment le côté itératif qui est intégré dans l'approche des coûts. Et après, rebondir aussi sur l'histoire de ne pas laisser les associations faire des prélèvements. Ça dépend fortement en fait, du contexte. Par exemple, s'il y a une connaissance de sources concentrées, laisser les associations sans EPI d'équipements de protection individuelle aller sur un site faire des prélèvements, c'est manquer de responsabilité d'une certaine manière, c'est-à-dire prendre des risques à des associations, à des bénévoles, pour potentiellement s'exposer à des composés comme le benzène qui est volatile et très cancérigène. C'est pas forcément ce qui doit être conseillé. Voilà.
Oui, bonjour, Michel, je travaille en collectivité, j'accompagne le projet d'agriculture urbaine. J'avais une question sur le retour d'expérience, c'est-à-dire qu'après les résultats à Montreuil, qu'est-ce que vous conseillez aux associations sur les sites où vous pensez que les usages doivent être limités, phytoremédiation, stabilisation, etc. Qu'est-ce que la ville met en œuvre concrètement? Et c'est vrai qu'en tant que collectivité, on aimerait un jour, même si à force de faire des analyses, on a des stratégies de savoir un petit peu ce qu'on peut trouver à tel endroit, et les sites, les terrains peuvent être très différents sur une ville, pollués ou pas, et d'avoir un outil collectif. Je sais que la ville de Paris a son propre labo, donc si la métropole du Grand Paris ou à une autre échelle, on pourrait avoir un peu un guichet unique pour faire ce genre de choses, ça simplifierait beaucoup. Et au niveau de la médiation, comment vous accompagnez les habitants sur ce rapport à la pollution? Je sais qu'il y a des villes qui ont plus souffert que d'autres. Voilà, un petit peu les différents sujets. Alors, premier volet, comment on accompagne les associations auprès desquelles on a fait des analyses. Donc on fait ça avec Sécuragri et Tesora. En gros, les recommandations qui sont faites portent principalement sur les durées de fréquentation, sur les pratiques des horticulteurs, des agriculteurs, c'est-à-dire que quand on est face à un sol contaminé comme dans les murs à pêche qui, je ne sais pas si ça va beaucoup vous parler, mais en moyenne on est à près de 500 mg de plomb par kilo, ça à peu près 500, entre 400 et 500 mg de plomb par kilo, c'est énorme, enfin c'est pas énorme, en tout cas c'est important, c'est élevé. Et là il faut mettre en place des mesures de gestion. Donc les premières mesures de gestion, c'est en effet identifier les secteurs, les zones où, les plus contaminés pour modifier les cultures, c'est-à-dire que s'il y a de la culture pleine terre et du maniement fréquent des sols, eh bien on précise de réduire ces pratiques-là, voire même de ne plus les faire sur certains secteurs. Déjà dans les murs à pêche, les enfants, on préconise que les enfants n'aient pas accès à la pleine terre. Donc si jardinage il y a pour les enfants, c'est forcément en hors-sol. Puis on les accompagne aussi sur quand ponctuellement, et c'est pas un objectif qu'on souhaite atteindre, l'excavation, le recouvrement par de la terre saine, c'est franchement d'un point de vue bilan carbone, bilan écologique, pas du tout vertueux. Donc c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter au maximum. Donc, mais quand on doit le faire, pour plusieurs raisons, on finance l'apport de terre et puis l'excavation, on finance les zones de sanctuarisation. Alors la phytoremédiation, c'est un projet qu'on a dans les tuyaux avec Sécuragri parce que ça reste quelque chose d'encore expérimental, hein, et dont les bénéfices à court terme ne sont pas encore prouvés. Voilà pour la première question. Si vous en avez d'autres, là-dessus, je sais tout. Bah oui, mais phytoremédiation. Alors, ça dépend des teneurs, hein, mais nous, dans les murs à pêche, par exemple, notre problématique principale, c'est le plomb. Un peu l'arsenic, mais principalement des fois le mercure, mais voilà. Mais pour le plomb, c'est tellement concentré que la phytoremédiation, en tout cas avec ce qu'on connaît pour le moment, le recul que l'on a, ça serait à une échelle humaine un peu trop lointaine, trop éloignée. Donc on n'a pas encore poussé sur cette question-là.
Vous aviez une autre Il n'y question? a pas beaucoup de hors-sol, donc les enfants, c'est quoi? C'est quand obligatoire? Quand on visite les murs à Je vous pêche. entends mal? Il y a pas... Quand on visite les murs à pêche, je vois pas de parcelles hors sol, très très peu. Donc les enfants, les familles sont au courant, ils doivent mettre des gants. Oui, c'est ça. La manière d'accompagner les associations et les visiteurs et les habitants de manière générale. Alors, les associations conventionnent avec la ville. Donc, dans les conventions, il est spécifié qu'il y a une problématique de pollution. On est en train de travailler aux avenants à ces conventions, mais ce n'est pas encore prêt. On va annexer à toutes les conventions les résultats complets des analyses de sol et des calculs de risque qui ont été faits depuis 5 ans. Et assaut par assaut, avec des préconisations spécifiques, sites spécifiques. Ce qui fait que ça nous permet de suivre. Alors évidemment, il y a la conservation de la mémoire de ce qui se passe assaut par assaut, et ça, c'est à la ville d'assurer cette transmission de la connaissance. Et en gros, c'est là que la question des bases de données revient en haut de la pile. Et il faut vraiment mettre les moyens là-dessus, sur le fait d'avoir de conserver la mémoire des données et pour pouvoir mieux se la transmettre après. Sur la sensibilisation. Alors, avec les assos, on va les voir régulièrement en leur présentant les résultats. C'est très interactif et on le fait tous les ans. Avec les particuliers, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que les particuliers peuvent être montreuillois, et là, à ce moment-là, c'est les assos qui passent le relais. C'est pas complètement, je vous l'accorde, pas complètement satisfaisant. La sensibilisation du public à ces questions-là est délicate. Alors, on a fait quelque chose depuis 3 ans, aux Journées du patrimoine. On propose aux particuliers de prélever eux-mêmes la terre de leur jardin. Alors, s'ils ont une maison, c'est facile. Ils peuvent aussi, s'ils habitent en résidence, faire ça sur les délaissés en bas de la résidence. Ils prélèvent eux-mêmes le sol avec un protocole qu'on leur fournit, un protocole qu'on a élaboré avec le CEREMA, c'est un de nos partenaires qui nous aide à élaborer une base de données et un indicateur de pollution des sols sur les villes. Le jour J, les gens nous apportent leurs échantillons qu'on analyse en direct sur 3 métaux lourds, le plomb, le zinc et le cuivre. Ça nous permet d'avoir un premier indicateur de... Juste si vous pouvez enlever votre main de la main de votre micro. Ah, pardon. Là, c'est bon, là. Ouais. Qui nous permettent d'avoir une indication d'une contamination éventuelle du sol. C'est un début de sensibilisation et après il faut... Voilà. Merci. Peut-être une dernière question. Il y en avait une ici, et puis je suis désolé, on a déjà dépassé le temps, donc on veut maintenir le temps pour la suite de l'après-midi. Bonjour, Gilles Deveau, donc la France. J'ai travaillé sur un projet justement un peu qui ressemble au mur à pêche, avec pas mal de pollution, une ancienne ferme florale. Au départ, j'ai dû faire les analyses pour des questions de pesticides, d'herbicides et tout ça, mais en fait, il y avait aussi beaucoup de pollution, un peu plomb, arsenic, etc. Parce que historiquement, en Ile-de-France, puis même j'imagine autour du Big, il y a quand même pas mal de sujets là-dessus. Donc c'est, par rapport à votre question tout à l'heure, important de faire des analyses comme ça quand même. Ma question a été plus, peut-être à Vincent ou Marianne, est-ce qu'il y a des belles histoires depuis 10 ou 15 ans de projets où il y avait ce constat de pollution et puis le processus de dépollution, peut-être un peu de phytorémédiation, mais on sait que c'est pas encore complètement prouvé, mais bref, un peu de belles histoires, quoi, d'un projet sympa où de bout en bout, ça... Voilà, c'est possible. On sait que le XXe siècle a été un siècle de beaucoup de pollution. Est-ce que le XXIe est celui de la dépollution et de la revégétalisation des villes pour le paysage touristique? Voilà,
Alors, vous avez choisi une session où effectivement le titre vous prévenait un peu de ce qui allait vous arriver. En fait, malheureusement, ce qui est difficile, c'est effectivement sur le dépolluer les sols. Aujourd'hui, on sait combien de temps ça met à se construire un sol, c'est très très long. Et en fait, à le dépolluer, c'est très très long aussi. Ça dépend des polluants. Mais si on reste sur les polluants métalliques, dont le plomb par exemple, qui est quand même celui qui nous embête le plus souvent partout, je pense, mais beaucoup en Ile-de-France. Du coup, lui, ces types de polluants-là, c'est difficile de les dépolluer. Donc, la belle histoire, elle peut pas venir de j'arrive à dépolluer mon sol et je remets de l'agriculture urbaine, du potager en quelques années sur un site vraiment impacté, fortement impacté. Mais la belle histoire, si j'essaye d'en raconter une, moi ce que je trouve intéressant, c'est peut-être d'essayer de sensibiliser les acteurs à cette problématique. Alors d'abord, tous les sols urbains ne sont pas pollués, donc il peut y avoir des belles histoires sur des sols où on a bien fait les études et où tout va bien, et on a certains sites où on peut faire de la production alimentaire, maraîchère, etc. Mais ce qu'on peut essayer de raconter et sensibiliser les urbains, selon moi, c'est au fait que il n'y a pas que le fait de produire du légume en pied d'immeuble. Évidemment, je suis la première à être convaincue de l'intérêt pédagogique et de sensibilisation qu'il y a avec ça. Il faut pouvoir le développer. Et on a d'autres solutions si les sols sont trop dégradés pour le développer, des bacs hors sol, ponctuellement encore le fait de changer la terre, même si, comme l'a dit Pascal, ça peut poser aussi d'autres types de questions et ça a ses limites. On a des pistes pour demain, c'est pas encore tout à fait cadré, mais de recréation de sol à partir de déchets urbains, potentiellement, si peut-être un jour on arrivera à y faire pousser des légumes, si on a des bonnes recettes. Donc moi, c'est peut-être des pistes d'espoir sur des solutions qu'on peut trouver, et aussi sur le fait de sensibiliser au fait que les sols, ils rendent plein de services. Et ils ne rendent pas que les sols urbains du service, c'est pas que l'alimentaire qui peuvent rendre comme service. On peut envisager d'autres usages qui sont assez enthousiasmants pour ramener plus de nature en ville. On a le fait que ça régule l'eau, le réservoir de biodiversité, stockage de carbone et espace vert. Donc il faut peut-être se dire que assumer qu'on vit dans l'ère du temps où les polluants sont très présents, mais qu'on va essayer de mieux sensibiliser aux enjeux et trouver des alternatives qui donnent des solutions, mais plus larges, peut-être en ouvrant plus largement que la culture potagère, qui est en fait dans notre agriculture urbaine une des formes les plus limitantes, et qui, c'est vrai, du coup, c'est dur d'entendre qu'on ne peut pas le faire partout, mais il faut l'entendre et il faut voir ce qu'on peut faire d'autre, Et on a quand même, on est inventif, il y a des choses à faire. Et il y a encore beaucoup de sciences aussi qui va permettre d'améliorer les diagnostics. Et voilà. Un exemple. Vas-y. J'avais conclu, on a un exemple. Je vais être le plus rapide possible. Burjab a travaillé sur la ville de Tourcoing, sur un site où il y avait, donc c'était interdit public, il y avait une pollution en métaux lourds, mercure, et une pollution en chlorure, en composé d'urane volatile. Les études ont été faites avec des spécialistes de la biologie bactérienne du sol, avec Burjab, avec des investigations sur les sols, gaz de sol, etc. Et en fait, c'était dans le cadre du plan de gestion de définir comment on pouvait moduler ce site-là pour éviter l'évacuation des terres hors site et gérer ces pollutions-là en créant des services et en créant des usages du site. Et la solution, c'était confiner les composés organiques volatiles, donc une sorte de talus, plantés, entourés de peupliers. On a travaillé avec Microhumus, qui a travaillé sur ce sujet-là. Donc l'idée, c'était de proposer un confinement avec une phytostabilisation par les peupliers, donc un peu la phytorganisation dont parlait Pascal tout à l'heure. Et les métaux lourds, l'idée c'était de les confiner, donc en fait en mettant des géomembranes, etc. Prendre ces terres-là, les mettre à un endroit qui serait sanctuarisé, et après de recréer des zones de passage qui permettent par exemple de passage piéton, vélo, en utilisant potentiellement le fait d'aller sur cette pelouse ou ces endroits-là, et en ayant cette idée de conservation de la mémoire avec toute une communication faite sur le passé du site et pourquoi aujourd'hui c'est une zone de passage, mais dans laquelle il y a de la vie qui passe de nouveau, et dans le cadre des
des études, on a aussi analysé toutes les plantes végétales qui étaient en présence, et c'est à intérêt ou qui n'ont pas entre guillemets d'intérêt, c'est anthropocentré, mais bon, c'était cette approche-là, et c'était de dire, voilà, il y a des espèces qui sont à protéger, donc meilleure connaissance des espèces végétales sur site, de nouveaux usages, et intégrer donc, cette pollution-là dans le corps de la vie. Eh bien, merci beaucoup pour cette question.